Bienvenue pour ce samedi matin. C'est le 5e, je pense. Alors, un petit préambule avant de vous donner l'ordre du jour. Je vais faire un petit rappel de ce que nous sommes, ce collectif de citoyens qui voulons travailler ensemble à un avenir meilleur, qui voulons travailler dans la non-violence, dans la fraternité, dans la solidarité. Et à cet effet, nous avons écrit donc une charte dont vous avez tous été destinataires, en tout cas toutes les personnes qui ont laissé leur mail. Et dans cette charte, donc, il est rappelé que notre collectif œuvre de manière non violente, de manière apolitique, de manière asyndicale et de manière ouverte. C'est-à-dire que nous avons choisi essentiellement l'action avec toutes les personnes de bonne volonté et l'action concrète, c'est-à-dire l'initiative et la volonté tournée vers la réalisation. Donc notre engagement, c'est de poser les bases d'un futur réellement humain, basé sur la liberté, sur l'entente sociale et sur la solidarité. C'est ce qui nous forme dans notre mouvement autour de cette spécificité. Donc c'est notre choix, notre liberté et notre volonté. Et donc je voudrais rajouter que nous concevons très volontiers que d'autres approches et d'autres opinions puissent exister, bien au contraire. Nous nous en réjouissons, parce que comme l'a si bien dit Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Ce n'est pas pour autant que nous le cautionnons. En conséquence de quoi, nous ne saurions être tenus pour solidaires ou responsables des propos qui seraient tenus après l'épuisement de l'ordre du jour que je vais maintenant vous présenter. Donc dans cet ordre du jour, nous aurons un petit point médical avec Didier Plan, notre médecin immunologue ou immunologiste, je ne sais pas comment on dit exactement. Les deux en général, très bien. Donc avec Didier Plan. Et puis André Martin, ici présent, nous parlera entre autres du pass sanitaire et des tests, et puis quelques autres informations, de bonnes informations, on va dire. Voilà, donc il faut aussi les donner, celles-ci. Je ferai un point sur l'organisation, puisque comme vous le savez maintenant, des groupes sont en place, qui continuent, donc qui commencent à travailler réellement de manière extrêmement concrète. Et nous aurons justement un exemple tout à l'heure avec Béatrice et Mathilde de notre action auprès des écoles. Et puis Frédéric nous fera un point avec Martine, nous ferons un point sur l'économie et la monnaie locale. Et puis je prendrai la parole pour terminer sur les prochaines rencontres, puisque je vous annonce que nous allons changer de format, puisque les beaux jours vont s'éteindre, il va falloir qu'on trouve d'autres manières de travailler ensemble. Et donc nous nous retrouverons sous d'autres formes, ce que je vous proposerai tout à l'heure. Voilà, donc je vais passer la parole à Didier. Merci Didier. Oui, bonjour à tous, et bravo à vous d'être là, c'est important, les choses bougent, bien sûr on espère qu'elles vont basculer du bon côté, on fait tout pour ça. Donc je vais prendre la parole en mon nom personnel, comme j'ai toujours fait. Donc chers amis, chers compatriotes, les préparations de thérapie génique qu'on veut nous obliger à nous faire injecter pour soi-disant nous protéger du Covid n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché, la fameuse AMM, autre conditionnelle. Ça veut dire que, en fait, les préparations sont encore expérimentales et n'ayant pas fait la preuve de leur efficacité et de leur absence de toxicité, on ne voit pas très bien comment elles pourraient décemment avoir une AMM. En toute logique, elle devrait déjà être retirée du marché, et vous le savez ou vous ne le savez pas, mais il y a des recours juridiques qui sont en cours, avec une décision importante qui doit être prise le 20 septembre, concernant justement, en particulier, ces AMM, cette AMM pour son absence de validité. C'est pour moi un scandale d'État que dans les faits, on nous oblige à nous faire vacciner avec de telles préparations qui nous mettent en danger. Si vous êtes en bonne santé, vous risquez de ne plus l'être. Et si vous êtes fragilisé par une comorbidité, vous risquez de faire une décompensation de celle-ci, voire une complication vaccinale encore plus grave que si vous étiez en bonne santé. Dans tous les cas, ces soi-disant vaccins sont loin d'être anodins. Où en est-on dans les pays étrangers hyper vaccinés?
Eh bien, je vais vous le dire en prenant l'exemple emblématique de l'État d'Israël. Là-bas, ils ont commencé à injecter la 4e dose, je ne sais pas si vous le saviez. Et ils sont obligés de faire le douloureux constat que plus ils vaccinent, plus les hôpitaux sont engorgés. Il y a comme un problème. Chez les moins de 50 ans, il y a une augmentation nette des urgences cardiovasculaires avec une surmortalité inhabituelle dont on suppose qu'elle est directement associée à la vaccination. Car les formes graves de Covid sont exceptionnelles dans cette tranche d'âge. Cela remet d'autant plus en cause la politique vaccinale en cours en Israël que la mortalité constatée jusqu'en juin 2021 était restée jusque-là normale, basse pour la décennie. Qu'attendent-ils pour arrêter la vaccination? On peut se le demander, cet aveuglement est vraiment étonnant. En France, l'objectif de nos autorités est d'arrêter la circulation du virus par la vaccination. Cette idée, cet objectif est d'une grande stupidité d'un point de vue immunologique. S'ils écoutaient ce que disent les scientifiques, les vrais, ceux qui savent, ils comprendraient qu'il ne peut y avoir d'immunité collective que naturelle, ce qui veut dire naturellement acquise, au contact du virus qui, quoi qu'on fasse, circule, qu'on se le dise. Et il faut le laisser circuler. C'est ce qu'a fait la Suède, qui l'a compris depuis longtemps. C'est ce que fait maintenant la Grande-Bretagne, qui l'a compris plus récemment et a levé toutes les mesures coercitives qu'elle avait prises auparavant. La décision devrait s'imposer d'elle-même en France, au vu des piètres performances des soi-disant vaccins et de la faible dangerosité du virus Delta en comparaison avec les virus mutants précédents. Bon, quelle est ma légitimité pour parler de tout cela? Celle d'un médecin immunologue qui a consacré plus de 30 ans de sa vie dans l'industrie à mettre des produits de santé sur le marché en relation étroite avec les autorités. Depuis 10 ans, je suis médecin de soins à l'hôpital, exempt de tout conflit d'intérêts, de quelque nature que ce soit. Merci, monsieur. Je considère que c'est mon devoir de partager mon savoir avec vous. Médecin et chrétien, un de mes principes de vie est « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse ». C'est dans cet esprit que je vous recommande de ne pas vous faire vacciner et encore moins de vous faire revacciner si vous l'êtes déjà, c'est clair. Je reste hébété devant l'imbécilité des commentaires de certains intervenants de plateau télé qui nous appreuvent de leurs propos biaisés à longueur de journée. Tout ce qu'ils savent faire, c'est débattre pour débattre, surtout sur ce qu'ils ne connaissent pas du tout. Que la nature de leur motivation soit politique, financière ou autre, peu importe. Le drame, voyez-vous, c'est qu'ils ne laissent pas parler ceux qui savent, lesquels sont de toute manière censurés par les médias, décriés par certains de leurs pairs et vilipendés par les autorités, alors que ce sont eux les véritables experts. C'est une honte pour notre pays qu'il en soit ainsi, il faut que cela cesse. L'heure n'est plus à tergiverser, il nous faut agir par tous les moyens, lesquels, ce n'est pas à moi à le dire, puisque je suis avant tout un scientifique. Mon rôle à moi, c'est de vous éclairer en dénonçant ce que je vois, et en particulier les dérives idéologiques qui rongent notre société et l'empêchent d'être apaisée. Une société qui nie la réalité est une société condamnée à perdre sa liberté et à régresser. La machine à corruption marche à fond. La corruption gangrène aussi le monde des médecins, dont certains en viennent à oublier que leur vocation est de soigner des patients, pas de faire des injections toute la journée sans se poser de questions, comme le firent dans les années 80, certains d'entre eux chez les hémophiles, avec des préparations de facteur 8 infectés par le virus du sida, ce qui a donné lieu au très médiatisé scandale du sang contaminé. On ne peut que déplorer que vacciner rapporte autant d'argent, beaucoup plus que de soigner. Officiellement 420 € la demi-journée, officieusement plus, parfois beaucoup plus. C'est disproportionné. Les mêmes tarifs sont appliqués pour enfiler des écouvillons dans le nez sans raison médicale justifiée. Il n'y a pas de doute, le Covid c'est un business. Quand il s'agit de vacciner, de tester, l'argent coule à flot, alors que dans le même temps, on ferme des lits d'hôpitaux. Cette situation n'est pas sans rappeler également le scandale de l'ARC. L'ARC, c'était l'association de recherche, c'est toujours l'association de recherche sur le cancer. Quand dans les années 80-90, des dirigeants motivés principalement par l'argent proposaient une grosse rémunération aux notaires pour qu'ils incitent les personnes âgées, de préférence sans descendance, à léguer leurs biens à l'association
pour leur plus grand profit. Comme la corruption, le mensonge se porte bien. Il est même devenu omniprésent depuis quelque temps, virevoltant dans les hautes sphères de l'irréalité, comme une fusée folle dont les ingénieurs auraient perdu le contrôle. Rien ne nous est épargné pour nous abuser. Voici quelques formules à l'emporte-pièce que vous reconnaîtrez, parmi des dizaines d'autres qu'on nous assène de façon répétée. Laissez-moi les citer et vous les commentez. Première formule, il faut se vacciner pour avoir à éviter de se reconfiner. Quelle belle billevesée! Comme vous le savez, vacciner ne sert à rien puisque ça ne protège pas du Covid. Confiner non plus d'ailleurs, sinon à ruiner notre santé et notre société, comme l'OMS ne cesse de le répéter. Deuxième formule, ça c'est pour ceux qui conduisent, tous vaccinés, tous protégés. Franchement, voilà une très belle formule. Mais il s'agit d'un propos mensonger, démenti par les données. Ce serait entre nous tellement plus approprié de faire de la publicité pour que les patients soient suivis et soignés de façon adaptée et pour leur éviter d'être hospitalisés. Ça, ce serait une vraie mesure de santé publique. Troisième formule, il faut se vacciner pour protéger nos aînés. Eh bien, s'il faut se vacciner pour protéger nos aînés, déjà largement vaccinés, alors comment croire que vacciner puisse protéger? Je pose la question. Bon, vous aussi, j'imagine. Quatrième formule, il faut continuer à se masquer une fois vacciné. Bien. Je rappelle quand même que l'immunité se construit et s'entretient par l'échange de microbes avec ceux que nous côtoyons. Porter un masque au quotidien a ainsi pour effet d'affaiblir notre immunité, donc de nous fragiliser et d'augmenter notre probabilité de tomber malade. Cinquième formule, le vaccin ne comporte aucun risque. C'est vraiment à se demander si ceux qui profèrent une telle inanité sont en capacité de suivre l'actualité des données. Sixième formule, il faut multiplier les injections. Cette injonction est particulièrement stupide. Répéter l'injection d'une préparation inefficace et toxique ne la rend pas plus efficace, mais à coup sûr plus toxique. Les Shadocks, vous connaissez peut-être les Shadocks? Les Shadocks dans l'émission de télévision culte de mon enfance, lorsqu'ils stipulaient que plus ça rate, plus on a de chance que ça marche, eh bien ils étaient dans le même état d'esprit. Mais pas l'OMS, qui déconseille l'injection d'une troisième dose et qui n'a pas encore eu le temps de se prononcer sur la quatrième, la cinquième, la sixième, etc. Alors, septième formulation, la vaccination est un acte de charité. Je pense qu'on vous l'a faite, celle-là. J'ai envie de dire que l'éthylisme aussi, selon certains alcooliques. Cette formulation est une incitation imbécile à devenir en quelque sorte malade par solidarité. Alors, huitième formulation, et je m'arrêterai là, on pourrait continuer très longtemps. Les chiffres ne mentent pas. 8 patients hospitalisés sur 10 ne sont pas vaccinés. Oui et non. Non, parce que ces chiffres sont biaisés et ils ne comptabilisent pas les sujets âgés, malades en EHPAD, qui ne vont pas à l'hôpital. C'est déjà une... Et puis non, parce que c'est pas la réalité qui remonte du terrain. Certes, les chiffres ne mentent pas, mais ceux qui les citent, si. Trop souvent, à mon avis. En conclusion, le mensonge conduit à l'ignorance, qui, associé à la peur, fait le lit de la tyrannie. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui, pour défendre notre démocratie en disant oui à la liberté et non au pass sanitaire, lequel est un instrument insupportable de discrimination qui doit faire l'objet de notre plus ferme opposition. Ce sont les cendres de ma maman, décédée 48 heures après vaccination. J'ai assisté et j'assiste à un génocide organisé sans conscience en EHPAD. Ça se passe vraiment, ça c'est ma réalité.
C'est scandaleux. Scandaleux. Et j'aurais beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Je suis revenue de l'enterrement hier soir. Je reviens des Sables d'Olonne. Je fais 900 bornes avec mon petit garçon. Mon petit garçon n'en peut plus. Ça détruit nos familles. C'est la première fois de ma vie que j'ose parler, mais en public. Mais j'ai beaucoup de choses à raconter. Parce que c'est pas d'aujourd'hui cette histoire. C'est pas d'aujourd'hui. Ça fait 40 ans que j'assiste à de la malveillance. On a volé l'existence de ma maman. On lui a volé son existence. Et ça a des séquelles. Voilà. Je vais en rester là aujourd'hui. En tout cas, les cendres de ma maman sont là, sur ce petit cœur qui a été incinéré, brûlé, purifié. Et je peux vous dire qu'elle m'accompagne aujourd'hui. Et elle va me donner la force de parler et de témoigner. Et ça, j'irai jusqu'au bout. Parce que il y a nos anciens. C'est inhumain ce qui se passe pour nos anciens. Mais ce qui est en train de se passer et de se profiler, je veux pas un futur, voilà, pour nos enfants de la même acabit. Donc restons centrés, restons présents et faisons descendre la lumière et le bon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Virginie, malheureusement les témoignages affluent de toutes parts. Vous voyez que la vaccination, c'est pas sans risque. Et en fait, il y a eu le scandale des personnes âgées qui sont mortes du Covid, pendant la première épidémie. Maintenant, il y a un scandale avec la vaccination dans les EHPAD, parce que les sujets âgés sont par définition beaucoup plus fragiles que les autres. Donc, en fait, ils ne sont pas à même de supporter, disons, la perturbation immunitaire, pour faire simple, hein. Il n'y a pas que ça. La perturbation immunitaire qui est créée par l'injection. Malheureusement, maintenant, et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut vraiment se mobiliser, il y a le scandale des femmes enceintes qui est en train de monter, parce que maintenant, ça y est, il y a des données qui arrivent. On parle d'un accroissement sans précédent de fausses couches. Hein. Et puis, les enfants, il n'y a pas de données, et maintenant, on s'en prend aux enfants. Et je crois que vraiment, il faut mettre un coup d'arrêt à ce processus qui est carrément mortifère. Point sur l'organisation. Donc, comme je vous l'ai dit, des groupes commencent à travailler. Notamment, on va avoir un petit point là sur le groupe éducation qui ont été très actifs cette semaine. Et puis on a un groupe qui travaille aussi, qui est parti donc sur l'accueil, l'accompagnement. Et puis il y a un groupe qui va démarrer là, la semaine prochaine sur tout ce qui est prévention, alimentation, santé et médecine intégrative. Et puis on a un groupe qui fonctionne déjà sur l'économie et la monnaie locale, les circuits courts. La monnaie libre, pardon, excusez-moi. Oula, je ne suis pas spécialiste, mais nous avons les spécialistes ici qui vont vous parler. Et puis le groupe culture que j'animerai moi-même, donc va démarrer d'ici une dizaine de jours aussi. L'autre point, c'est que nous avons besoin de faire l'inventaire des moyens que nous pourrions mutualiser. J'entends par moyen tout ce qui est logistique, à savoir des salles, des lieux, des jardins, du matériel, des bancs, des chaises, des tables, voilà. Donc voilà, appel aux bonnes volontés. On va essayer d'organiser un petit questionnaire ou des appels téléphoniques pour voir un petit peu voilà, du matériel de vidéo, de projection, hein, si on veut faire des conférences, des tas d'animations, des instruments de musique, voilà. Enfin, tous les talents et tous les biens seront mutualisables, seront toujours bienvenus. Voilà, donc là je vais laisser la parole donc à Mathilde et Béatrice là, concernant l'éducation et la pédagogie. Bonjour à tous, donc on va vous faire un petit résumé des actions donc, qui ont été faites cette semaine avec le groupe éducation. Donc j'en profite pour remercier toutes les personnes qui se sont jointes à nous en fin de semaine, en fait hier et avant-hier, pour aller informer les parents à la sortie des écoles publiques de Nyons. Donc on a fait deux interventions, une jeudi donc à 16h30 et une hier donc à la même heure. École de Maine et école de Sauve, afin de sensibiliser les parents à cette épineuse question de la vaccination des enfants, avec, je dirais, une bonne réceptivité, je dirais, des gens, et enfin un bon accueil. Voilà. Après, c'est évident qu'en termes de nombre de parents que l'on touche, c'est forcément restreint, hein, parce que tous les parents ne sont pas à la sortie de l'école à 16h30, il y a des enfants après qui restent à la garderie. Mais voilà, ce qui nous semble important au niveau de ce groupe éducation, c'est de vraiment
commencer à être rapidement sur le terrain, hein, afin de ne pas se laisser, je dirais, prendre de vitesse par rapport à ce qui est susceptible d'arriver dans les écoles, je dirais, à l'avenir. Donc on est toujours en recherche de bonne volonté, même si vous n'avez pas des enfants bien sûr en âge scolaire, on est toujours en recherche de personnes qui sont prêtes à rejoindre notre groupe pour justement être sur le terrain, être dans l'action pour sensibiliser les parents. Voilà, donc ça c'est la première chose que je voulais vous transmettre. La deuxième que j'aurais voulu partager avec vous, si ça vous intéresse, hein, je n'impose rien, c'est quelques extraits d'une interview d'une psychologue que j'ai écoutée, qui a été diffusée sur Sud Radio donc le 2 septembre dernier. Donc c'est quelque chose de récent. Et il me semblait que ce qu'elle disait par rapport au port du masque, par rapport à la vaccination, c'était des choses très pertinentes. Donc à vous de me dire si je vous prends encore 2 minutes pour vous partager ça ou pas. Voilà, merci. Alors je vais commencer avec ce qu'elle raconte sur le masque. Donc cette dame, elle s'appelle Marie-Estelle Dupont, hein, et elle s'est exprimée sur Sud Radio, donc avec un professeur de philosophie qui s'appelle René Chiche. Marie-Hélène a le lien de la vidéo, hein, qui est sur YouTube, donc si vous voulez avoir accès à l'entièreté de cette vidéo qui dure presque 1 heure, donc moi j'ai juste retranscrit quelques passages hier soir, vous aurez bien sûr le lien pour réécouter cette vidéo. Donc concernant le masque, elle dit « On n'est pas revenu sur la problématique du port du masque à l'école chez les ados, chez les jeunes. Et moi, ça me pose un vrai problème, car le visage, c'est l'identité. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'était Emmanuel Lévinas. Ces ados qui ont besoin de se rencontrer, de se comparer et de surmonter leurs complexes, de se parler, de se sourire, et qui dans la cour en plein air, sur aucune base scientifique, ont encore le masque. Ça génère quoi, le masque ? De la peur, de la tristesse. Du coup, le visage se fige, ça ne sert plus à rien de sourire. Et au bout d'un moment, c'est fatigant. Donc ça ne sert plus à rien de se parler. Donc c'est très déshumanisant, le masque. Je crois que quand on persévère dans l'erreur, c'est qu'il y a eu une inversion des valeurs. C'est évident, puisque pour éviter la mort, on a arrêté la vie. On a demandé aux jeunes, pour être de bons citoyens, de faire tout l'inverse de ce qu'il faut faire pour devenir un adulte autonome. Reste chez toi, reste chez tes parents, reste derrière un écran, ne pose plus de questions à tes profs. En fait, on les a fait régresser psychiquement et on ne se rend pas compte à quel point ça peut effondrer un psychisme et des capacités intellectuelles. Voilà, ça c'est vraiment le passage que je voulais vous transmettre par rapport aux conséquences du port du masque. Concernant maintenant la vaccination, donc elle dit « Aujourd'hui, il est évident que la question de la vaccination est un réel sujet d'embrasement au sein des foyers. Un vaccin n'est pas une récompense. Dans cette campagne vaccinale, on présente beaucoup le vaccin de cette manière. Ce qui me choque depuis le début de la crise, c'est un climat psychologique de culpabilisation des jeunes dans une inversion des valeurs, où jusqu'à présent, ce sont les parents qui portent les peurs des enfants et non l'inverse. Un vaccin, c'est un acte médical, ce n'est pas une sortie au parc Astérix, ce n'est pas une semaine de camping avec les copains. Ce n'est pas une anti-vax qui vous le dit. Le Covid n'est pas la peste noire, les enfants ne sont pas à risque de faire des formes graves, et comme de toute façon le vaccin ne protège pas de la contamination, si leur grand-mère est vaccinée et qu'elle a peur, il n'y a pas de problème. Donc j'aimerais bien qu'on fiche la paix aux enfants et qu'on leur accorde le répit psychique qu'ils n'ont plus depuis 1 an et demi. Et je terminerai avec ce que dit cette dame concernant un régime totalitaire. Donc elle dit, un régime totalitaire, c'est un régime total, c'est-à-dire qu'il ne veut pas seulement pénétrer le corps, mais aussi la pensée de l'individu. Et elle donne un exemple. En fait, dans une famille, un parent qui est maltraitant va réussir à pénétrer le cerveau de l'enfant à force de lui faire des choses absurdes ou contradictoires. Et l'enfant, pour survivre, va être obligé de se cliver de sa perception et de son jugement. Le résultat, c'est lorsqu'un parent bienveillant à l'extérieur vient lui dire « Tu sais, tu n'es pas obligé de faire ça ». Il se met en colère contre cette personne, dans un syndrome de Stockholm, parce que s'il doit reconnaître que la personne en qui il a confiance et qui a autorité sur lui a fait faire quelque chose, soi-disant pour son bien, mais qui en réalité n'est pas bon pour lui, c'est terrible, c'est un deuil terrible. Exemple, c'est pour ton bien de porter un masque à l'école, mais en fait, tu as de la buée sur tes lunettes, tu as des migraines, et tu ne mémorises plus rien. Donc, beaucoup d'enseignants, beaucoup d'élèves, et moi je rajouterai beaucoup de parents,
ont dû rentrer dans un processus de Stockholm. Ils ont dû absorber l'idée que c'était pour leur bien, car ils n'avaient pas les moyens de se révolter. Et quand d'autres leur disent « c'est peut-être bon pour le Covid, mais ce n'est pas bon pour ta santé », ils sont en colère. Et l'école, qui n'est plus tant que ça un lieu où on apprend l'esprit critique, devient un lieu où on répand la peur. Mais la peur, ça se traduit psychiatriquement par des TOC, des névroses, des élèves qui ne veulent plus sortir de chez eux, ce qu'elle appelle le syndrome de la caverne. Voilà, donc je vous redonne le nom de cette dame que moi j'ai trouvée exceptionnelle. C'est une psychologue qui s'appelle Marie-Estelle Dupont. Merci pour cette brillante intervention. Effectivement, on ne parle que de côté médical, mais le côté psychique, mental et spirituel est vraiment massacré dans toute cette histoire-là. Et pour moi, c'est une véritable souffrance, vraiment une souffrance, que de voir ces pauvres enfants qu'on mène à l'abattoir. Merci. Je crois que nous sommes nombreux à partager ce point de vue et cette douleur. La suite, c'est Frédéric et Martine. Bienvenue. Oui, bonjour à tous. Alors, nous allons vous parler d'un problème qui n'est ni la santé, ni l'éducation, mais de la monnaie libre. Vous avez bien évidemment tous conscience que derrière, il y a un problème d'argent, de monnaie, d'intérêt financier. Eh bien, nous voulons nous attaquer à ça parce que il est clair pour nous que le monde de demain, celui que nous voulons, eh bien, pour qu'il vive, il faudra changer ce système monétaire et financier. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, toutes les monnaies, je dis bien toutes les monnaies que nous utilisons, sont des monnaies privées. Alors, on ne va pas rentrer tout à fait dans l'explication, mais si vous voulez, on a donné le monopole de la création monétaire à des banques privées. Et ceux qui ont les cordons de la bourse ont le pouvoir. Ils créent la monnaie à partir de rien, c'est ce qu'on appelle une création ex nihilo, et ils se font payer pour ça. Donc, ils ont, par l'emprunt, ils se font payer par les intérêts. Et ils décident des destinataires. Donc, ils ont tout le pouvoir. L'argent est devenu un outil de pouvoir, une valeur en soi, et doit faire de l'argent. La rentabilité prime, et tous les problèmes de notre économie en découlent de ce fait, y compris les problèmes écologiques. Nous avons une solution à vous proposer. Depuis 3 ans, elle existe. En réalité, il y a quelqu'un, qui est un Français d'ailleurs, un mathématicien français qui a fait un texte qui s'appelle la théorie relative de la monnaie, et à partir de laquelle on a fait la première monnaie libre au monde. Elle existe, elle s'appelle la June. Et cette monnaie, alors que nous avons une monnaie chère, mal répartie et inéquitable, eh bien cette monnaie-là est une monnaie équitable, gratuite et qui est créée par ceux qui l'utilisent. Donc il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus rien. Nous reprenons en main l'outil monétaire. C'est extrêmement intéressant parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la création monétaire, elle structure toute la société et tous les relations entre les gens. Donc là, c'est tout à fait autre chose. C'est à partir de logiciels libres, il faut faire partie de ce qu'on appelle une toile de confiance, il faut rentrer là-dedans, vous allez voir, c'est absolument fantastique. Ça grandit actuellement dans la région, notamment en Drôme et en Ardèche. Il y a plein de choses qui se font en ce moment, ça bouge beaucoup, et c'est l'avenir pour déposséder ceux qui nous veulent du mal de leur outil de travail, qui est la monnaie. Voilà. Merci si vous voulez de nous rejoindre. Je vais passer la parole à Frédéric, qui a certainement des choses à vous dire aussi. On est très complémentaires et on demande aussi des bonnes volontés. On fait des présentations, on fait des G-marchés, où on utilise la monnaie. On est en train aussi de faire des billets, puisque c'est une crypto-monnaie comme toutes les autres. Mais voilà, en gros, je vous ai dit le principal. Je passe la parole à Fred. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, l'économie, on appelle ça le nerf de la guerre. Mais si on observe ça d'un peu plus près, c'est avant tout un asservissement. Puisqu'effectivement, nous sommes dans l'obligation, et je dis bien l'obligation de travailler pour exister. Alors,
Vous me direz, effectivement, il faut bien que l'on crée des choses pour exister. Ça, effectivement, c'est le fait d'œuvrer. Entre travailler et œuvrer, il y a une grande différence. Travailler est une obligation, et soumis à certaines conditions. Œuvrer, vous le faites en toute liberté, et par votre propre choix. Donc l'économie, effectivement, nous a asservi. Depuis longtemps, depuis sa création, elle nous a servi. Effectivement, merci à Stéphane Laborde, ce mathématicien toulousain, qui donc s'est penché sur ce sujet et a sorti une équation, une formule mathématique qui permet à chacun d'être co-créateur de sa monnaie et de la répartir de manière équitable, aussi bien au niveau du nombre de la population que dans le temps. Nous sommes tous égaux face à la création monétaire, puisque nous sommes tous co-créateurs de notre monnaie. Il n'y a pas de valeur, indexée à l'euro. Nous essayons effectivement de définir les valeurs entre nous. Comment définissons-nous la valeur des choses, qu'elles soient matérielles ou pas? Et ça, effectivement, ça demande une grosse remise en question de tout le monde et de chacun. Comment nous requalifions nos échanges et comment nous leur accordons une valeur, mais avant tout une valeur d'échange humain, et non pas une valeur économique. Il n'y a aucun intérêt à capitaliser cette monnaie, véritablement. L'intérêt est de l'utiliser. Et comme disait Martine, effectivement, alors particulièrement nous, parce qu'on est vraiment dans ce réseau-là proche de Drôme, Ardèche, mais pas que, hein, ça se développe de partout. Dernièrement, on a fait un G-Marché en Savoie, des personnes de Grenoble sont venues. Je veux dire, voilà, c'est quelque chose qui est en train de s'étendre. Cette toile de confiance, chaque personne, en relation avec chaque personne, connaît une autre, etc., etc. Et ça, avant tout, un réseau d'échange humain. Le 19 septembre, donc, à Saint-Agrève, en Ardèche du Nord, il y aura un des premiers, véritablement, G-Marché qui va concerner les producteurs. Donc, bien souvent, quand on nous dit dans la monnaie, est-ce que je peux faire mes courses avec? Est-ce que je peux manger? Est-ce que je peux me loger? Est-ce que je peux me soigner? Alors, pas complètement pour tout le monde, parce que le réseau actuellement ne comporte pas assez de membres pour pouvoir être en capacité d'échange les uns avec les autres. Mais plus nous grandissons, plus nos possibilités d'échange augmentent. Et là, effectivement, ce G-Marché de producteurs, et pas que, hein, voilà, de gens qui vont venir aussi proposer des services. On va faire un stand où les gens disent, voilà, mes capacités sont telles, je propose mes services. Et d'autres personnes disent, bah voilà, mes besoins sont ceux-ci. Donc, en mettant les gens en relation, nous répondons aux besoins des uns des autres. C'est ça l'essentiel, répondre aux besoins des uns des autres. Et effectivement, le fait de revoir aussi nos besoins, quels sont nos besoins essentiels, ce qui nous est nécessaire, ce qui parfois peut être accessoire ou superflu, et qu'est-ce que cela engendre? Comment on doit produire? Comment on doit gérer? Comment on doit recycler? Pour effectivement ne pas épuiser nos ressources, qu'elles soient naturelles ou pas. Pour qu'effectivement il y ait toujours possibilité d'échanger, de créer pour les générations futures. Comme un puits, si on puise trop dans un puits, on finit par tarir la source. Donc il faut utiliser nos ressources avec parcimonie et repenser notre processus effectivement de production. Et pour ça, revoir nos besoins. C'est essentiel véritablement pour un avenir qui soit différent de celui à laquelle la finance nous destine. C'est-à-dire la destruction du vivant, de l'humain, et donc par conséquent de notre civilisation. À terme, c'est l'effondrement d'une civilisation. Nous allons aussi, donc, normalement nous avions le 18 septembre, pardon, une réunion d'information sur la journée qui était prévue au repère. Malheureusement, pour deux raisons, effectivement, on risque d'avoir beaucoup de personnes ce jour-là, donc le repère n'est pas forcément adapté pour recevoir autant de monde sur une journée. Et en même temps, ils ont été, donc, malheureusement, soumis aussi au pass sanitaire. Donc, des deux côtés, nous refusons, et du côté du repère, qu'ils servent effectivement de contrôleurs de pass sanitaire, donc d'exercer une forme de discrimination, alors que cette association est une association ouverte à tous, donc pas de discrimination. Et en tant que collectif de la monnaie libre, nous refusons de faire porter la responsabilité aux repères si effectivement ils étaient soumis à contravention, voire plus, pour nous avoir accueillis. Donc nous restons solidaires dans nos échanges et protégeons-nous les uns les autres. Donc il y a donc prévu à la maison des possibles, avec le Carrefour des habitants, une réunion d'information qui est prévue le 9 octobre. Donc il y aura une session le matin, une session l'après-midi, et nous réorganisons à la fin du mois, le 30 octobre, non seulement une journée d'information, mais aussi un G-Marché. Donc où tout le monde peut venir proposer ses services, des biens à échanger. En même temps, effectivement, Martine a parlé de coupons. Alors ce ne sont pas des billets, parce qu'on n'a pas le droit d'imprimer de la monnaie, c'est réservé aux banquiers. Donc nous avons imprimé des coupons. Les coupons s'appellent VI, vecteur d'initiative équitable. Ces coupons sont échangeables effectivement à hauteur de la valeur faciale, donc un coupon VI est égal à une Jules. Nous allons commencer effectivement à les émettre. Les collectifs en prennent la responsabilité, nous sommes responsables de notre économie, donc nous les mettons, et nous la récupérons, et nous la recyclons. Du coup, ça va permettre aux gens de retrouver cet échange du cœur avec le cœur et de la main à la main, au lieu de faire une transaction par internet. Cet échange, le fait de se serrer la main quand on est d'accord sur un échange, c'est toute une symbolique qu'on a perdue, effectivement, en ayant la dématérialisation de la monnaie. Nous n'avons plus cet échange. Et je vous convie effectivement le 19 septembre pour ceux qui peuvent se rendre à Saint-Agrève. Alors si vous n'avez pas de compte en monnaie libre, la monnaie libre permet une chose aussi, c'est de faire des dons.
Donc je vous invite à venir découvrir ce G-Marché. Et si vous n'avez pas de monnaie pour pouvoir échanger ce jour-là, nous vous en fournirons pour que vous puissiez faire vos échanges. Voilà, vous pouvez ouvrir un grand portefeuille, nous l'alimenterons, vous pouvez nous donner des coupons et vous pourrez faire vos premiers échanges en monnaie libre. La monnaie qui vous rendra libre. Merci à tous et à tous. Juste, j'appuie sur les dates. Nous nous retrouvons le 9 octobre à la Maison des Possibles, à 9h30 le matin ou à 14h l'après-midi pour les présentations monnaie libre. Et le 30 pour un G-Marché, également une présentation. Voilà, on vous fera finalement peut-être l'information par mail. Hein, voilà. Merci à vous. Merci. Excusez-moi, oui, juste une précision. Pour des personnes qui s'étaient inscrites sur la liste donc économie libre, nous vous invitons à l'issue du rassemblement à nous rejoindre à la table pour qu'on puisse faire un petit point. Éventuellement, les personnes qui souhaitent s'inscrire aussi, qui souhaitent participer activement au développement de ce tissu humain, je vous invite à nous rejoindre, à vous inscrire, et puis éventuellement, comment dirais-je, que vous pouvez proposer. Voilà, quelles sont vos envies. Voilà, qu'avez-vous envie de faire avec cette économie? Merci. Où est-ce qu'elle se trouve, la Maison des Possibles? On ne sait pas. Tout à fait. La Maison des Possibles donc, n'est pas très loin. Elle est située au-dessus de la Pousterle, la maison de retraite. Si vous voyez où elle est située. Rue OSK, voilà, au-dessus effectivement du parking de la Pousterle. Voilà, quand vous montez là, au-dessus vers la cathédrale, dans cette petite montée là, vous avez la Maison des Possibles, qui est au-dessus de la Pousterle. Et on a pris ce lieu parce qu'on va faire ça dans un jardin et que pour les ouvertures de compte et les certifications, on sera en petit groupe à l'intérieur, devant des ordinateurs. Mais le gros se fera dehors. Donc nous allons terminer cette rencontre et avant de nous séparer, je voudrais rappeler que donc de nombreux groupes sont en place et ont démarré ou vont démarrer, donc je vais vous renvoyer l'information dès demain. Et puis la dernière information, c'est que le format de réunion publique le samedi matin va s'arrêter pour différentes raisons et que nous allons vous convier dorénavant à des matinées, peut-être le dimanche matin, des pique-niques joyeux et festifs avec l'ensemble des groupes de travail qui vont s'installer par exemple le long de l'Aigle, en petits groupes, voilà, de manière à pouvoir travailler en intragroupe, mais aussi entre les groupes, aller discuter, échanger des informations, faire jaillir toute cette créativité qui ne demande que ça. Et puis nous aurons aussi des publics qui vont passer, qui viendront s'informer, et nous pourrons à nouveau créer du véritable lien social entre les personnes du collectif bien évidemment, mais aussi dans la plus grande ouverture, en accueillant toutes les personnes qui seraient intéressées par notre position et nos actions. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre fidélité. Certains sont là depuis notre premier samedi, et nous en sommes au 5e. Donc merci, nous avons besoin de vous. Et sachez bien que même si ce n'est pas tout à fait public, nous allons travailler d'arrache-pied les uns et les autres, et nous allons résister. Voilà, merci à tous.